Bonsoir. Au nom de Marianne Ferifal, directrice de la DHGP, je vous souhaite bienvenue à la DHGP. Pour ceux qui ne connaissent pas la DHGP, nous sommes une société d'auteurs dont notre métier principal, c'est de percevoir et redistribuer des droits d'auteur. On a aussi un service d'action culturelle et des commissions répertoires. Et donc, c'est la commission répertoire des arts appliqués, en fait, qui a mis au point depuis l'année dernière ce cycle de rencontres qui s'appelle Polyvalence et qui invite un designer à présenter une réalisation entourée en fait des personnes avec qui il a collaboré. Ainsi, nous avons reçu l'année dernière Philippe Appelois autour de l'identité graphique du musée de Céret, Isabelle Daéron autour de la fontaine qu'elle avait créée pour Paris Habitat, et Pablo Reynoso sur son projet de sculpture en Corée du Sud. Aujourd'hui, nous sommes très heureux d'accueillir Émile de Vicher, donc designer, autour de son projet Pétrification. Autour d'Émile, Zoé Sfez, journaliste, qui assurera la médiation ce soir. Jenna KS, designer, et donc Jenna KS et Grégory Lacroix, pardon, je bafouille, qui utilise les matériaux créés par Émile, et Emmanuel Quins, historien de l'art et historien du design. Merci à vous 5 d'être là ce soir. Nous allons filmer en fait les échanges et donc celles-ci seront rediffusées sur la chaîne YouTube de la DHGP. Et puis au terme de cette table ronde, nous vous convions à un verre en fait pour poursuivre les échanges de façon plus conviviale. Voilà, merci et bonne soirée. Et donc, je prends le relais. Est-ce qu'on s'entend? Oui, on s'entend. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. J'espère que la ligne 4 n'a pas été méchante avec vous. Moi, je suis ravie d'être ici. Donc, je suis journaliste. Je connais un peu le travail d'Émile. Et donc, on va discuter de ce projet Pétrification, qui est un projet, alors, que vous avez lu de l'organique à... Ouh, mon Dieu, pardon. De l'organique à l'inorganique. Donc, cette nouvelle... technique de production de céramique qui permet avec la cellulose au cœur de cette technique, qui permet de transformer des matériaux qui sont très accessibles et qui sont difficiles à recycler et qui ont un statut étrange en une roche assez noire qui résiste à des températures très extrêmes. Je vais trouver un entre-deux avec ce micro, ne vous en faites pas, et on va tous le trouver. Et donc, c'est un projet qui est initié par vous, Émile de Vicher. Émile, vous êtes designer, mais vous êtes ingénieur de formation, et vous êtes docteur en design. Vous êtes un designer qui fait de la recherche, c'est l'une de vos particularités, et c'est ce qui permet aussi à ce projet d'exister. Donc, vous avez eu un master d'ingénierie à l'Université technologie de Compiègne, puis vous êtes passé par le Royal College of Art à Londres en 2012, et ensuite vous avez soutenu une thèse au sein du programme doctoral Le Sacre de Paris Sciences et Lettres, thèse dont vous allez nous parler, puisqu'elle est, on va dire, elle est la base de votre réflexion de designer et de chercheur, et c'est elle qui permet à ce projet de naître, projet collectif, c'est ça qui est très important. Vous avez aussi initié une revue qui s'appelle Obliquité, et aujourd'hui vous êtes chercheur associé du cluster Matters of Activity de l'université de Humboldt à Berlin. Et c'est évidemment dans le cadre de cette recherche que ce projet existe. Bonjour Émile. Quand même. Bonjour Zoé. Alors, à vos côtés, Emmanuel Quins, vous êtes docteur en esthétique, vous êtes historien de l'art et du design, et alors vous travaillez depuis très longtemps, vous regardez la manière dont justement convergent le design et l'art, vous êtes commissaire d'exposition, vous êtes enseignant, vous êtes maître de conf à l'université Paris 8, vous êtes enseignant-chercheur aussi à l'ENSAD Lab, les Arts Déco,
Vous avez eu d'ailleurs Jenna en étudiante dans une autre vie, c'est ça qui est beau, à Nancy, m'a-t-on dit. Vous êtes commissaire d'exposition, donc vous regardez beaucoup ce monde du design, et vous avez dirigé des ouvrages, écrit des ouvrages, dont Strange Design en 2014, qui est assez important, qui vous permet aussi de porter un regard qui nous sera précieux ce soir, et Contre l'objet, qui est un ouvrage publié en italien, qui est lauréat du Compasso d'Oro. Vous avez aussi toute une histoire avec le design pour un monde réel. C'est aussi un regard qui nous intéressera beaucoup. Bonjour Emmanuel et bonsoir. Merci, bonjour. Et donc à ma gauche, Grégory Lacroix, vous aussi vous êtes designer, vous faites partie des gens, et on va le voir évidemment, car c'est un projet collectif, qui vous êtes lancé dans l'expérimentation avec ce projet pétrification. Vous êtes designer, vous êtes diplômé de l'ENSI, vous êtes aussi diplômé des ateliers Boulle, je crois, et vous vous intéressez particulièrement au design d'objets, mais pas que, on va le voir évidemment, démarches différentes. Et enfin, Jenna, bonsoir Jenna KS. Vous êtes aussi designer, vous êtes diplômé d'un master de design à l'ECAL en Suisse, et vous travaillez beaucoup sur une production autour de sentiments mystiques, la question des objets funéraires, la question de ce qui reste, la possibilité d'incarner dans l'objet quelque chose qui serait de l'ordre du spirituel. Et vous aussi, vous vous êtes saisi de ce projet de pétrification, en tout cas vous êtes entré dedans et vous avez produit des choses, sachez, mais nous savons qu'une exposition a eu lieu en Belgique. Et donc ces objets-là, ils existent parce que cette exposition s'est ouverte au Grand Ornu. On est en Belgique, une exposition sur la question du carbone. Et donc les objets existent et vous allez les voir. Mais avant cela, et pour rentrer dans le vif du sujet avec vous, Émile de Vichère, est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre parcours et de l'approche du design qui fait qu'à un moment donné, vous vous retrouvez à porter un projet qui nécessite finalement ou qui appelle la création d'un matériau? Oui, alors je vais Pourquoi revenir on se retrouve à créer un matériau? Justement, je pense qu'il faut revenir un tout petit peu sur le contexte. Je vais montrer des images aussi en même temps, si ça fonctionne. Donc moi, je pense que c'est intéressant de revenir sur les raisons qui ont amené à ce projet avant de plonger dans la matière, parce que c'est ce qu'on va faire, on va plonger dans la matière. Comme vous l'avez dit, j'ai un parcours un peu atypique puisque j'ai commencé par l'ingénierie et que j'ai été amené ensuite au design au Royal College of Art avec une pratique très expérimentale et donc j'avais peu de moyens, disons, de développer cette pratique. À l'époque, j'avais un mi-temps dans une agence et puis j'essayais d'expérimenter à côté. Mais finalement, je me suis intéressé à la recherche et ça collait bien. Disons, il y avait cette chose où c'était vraiment, ça correspondait à ce que je voulais faire. Donc, j'ai intégré le doctorat Sacre, un doctorat donc de création qui était tout récent à l'époque puisqu'il est né en 2012. Moi, je suis rentré en 2014 et qui m'a permis donc pendant 4 années de travailler sur une série de projets, puisque c'est un doctorat de création, donc c'est basé sur des projets, et les projets sont le terrain, comme en ethnologie, un terrain duquel on extrait un certain nombre de propositions théoriques qu'on peut comparer avec d'autres. Donc ça a été vraiment un moment très important pour moi, qui m'a permis aussi d'élaborer un certain nombre de questions sur lesquelles, enfin, questions de recherche, quoi, c'est vraiment la base questions de recherche du travail. Et qui a abouti à une soutenance de thèse. Manufacture technophanique. Voilà. Alors, la thèse manufacture technophanique. Emmanuel était dans mon jury de thèse, donc il l'a lu. Je suis sûr qu'il l'a lu. J'ai dû même commenter. Et donc voilà, ça c'était un peu l'aboutissement de ces 4 années. C'était en 2018, c'était ma soutenance de thèse que j'ai eu la chance de faire au Musée des Arts et Métiers dans la Chapelle, dans un endroit assez magnifique, et où j'ai insisté, on a vraiment travaillé avec mon directeur de thèse, Samuel Bianchini, pour que ce soit une thèse où on soit entouré des objets, que ce ne soit pas uniquement du texte, mais que vraiment on ait les matériaux, les expérimentations, les machines autour du projet. Et suite à ça, donc, je suis rentré maintenant à un poste de chercheur à plein temps à l'université de la Humboldt,
dans un cluster interdisciplinaire. Je ne vais pas trop détailler ça, on pourrait en reparler. Mais quand dans même, la c'est l'une discussion. des caractéristiques, à la fois au SACRE, qui est cette école doctorale très neuve, qui est née en 2012, et à Berlin, c'est la transdisciplinarité, qui est quand même quelque chose d'assez fort dans votre parcours, du coup, de designer. Oui, tout à fait. Et l'idée, c'est d'arriver à rester sur cette frontière, quoi. Donc voilà, et du coup, ma question de recherche est aussi très transdisciplinaire, on va dire. Alors, je vais essayer de l'expliquer très rapidement, parce qu'elle va quand même me permettre d'arriver à la question du projet, du projet pétrification en particulier. Depuis quasiment, depuis le début, c'est-à-dire depuis 12 ans, maintenant, je travaille cette même question qu'on pourrait résumer à comment rendre les procédés de fabrication chose publique. Cette question, elle a deux aspects. Un aspect qui est vraiment, disons, technique, voire économique, qui est de se dire, mais à l'heure de l'Anthropocène, à l'heure de la crise écologique, il faut absolument qu'on change de modèle de fabrication. Et donc, il faut imaginer d'autres modèles qui soient à l'inverse du système industriel, qui est dans une logique de concentration, dans une logique de déterritorialisation, dans une logique de spécialisation, mais justement essayer de développer des modèles de production qui soient à des échelles locales, qui soient diversifiés, voire agiles, et qui soient aussi ouverts à leur entourage et qui soient liés au territoire. Donc ça, il y a plein de designers qui travaillent là-dessus, mais pas que des designers, des architectes, des ingénieurs, etc. Mais il y a une deuxième dimension à cette question, qui est plus la question de la perception de la technique. Parce qu'en fait, ce qu'a révélé de manière un peu criante la crise écologique, c'est qu'on n'a plus aucun rapport aux moyens de production. C'est-à-dire, tout d'un coup, si on veut avoir une conscience écologique et qu'il faut choisir entre différents objets, on se rend compte qu'on n'a aucune idée. Moi, je ne peux rien vous dire sur mes baskets. Je ne sais pas où elles ont été produites, comment, quels sont les matériaux qui les constituent, dans quel continent, quels sont les voyages qui les ont parcourus, quelles sont les énergies consommées, etc., etc. Et donc, on a tout d'un coup, on se rend compte qu'on est absolument en méconnaissance totale de tous ces processus. Et donc, il y a une question de presque une opportunité de se dire, mais s'il faut inventer des nouveaux outils de production, s'il faut inventer de nouvelles manières de produire, alors il y a peut-être aussi une nouvelle manière de concevoir les rapports entre technique et culture, et de se dire qu'on peut imaginer des machines qui ne soient pas uniquement pensées pour ce qu'elles fabriquent, et dans une logique d'efficacité, mais aussi dans leur caractère performatif, et donc public et politique. C'est dans ce cadre-là que vous avez eu un premier projet qui a été très important, qui s'appelle Polyfloss. En deux mots, comment est-ce que, avant pétrification, comment est-ce qu'il entre justement dans cette question de recherche pour vous? Polyfloss, c'est un très bon exemple. Oui, il faut montrer quand même. C'est beau. Je saute cette slide qui a été résumée. Polyfloss, du plastique en barbe à papa. Voilà. Donc Polyfloss, c'est un très bon exemple de cette dualité. C'est un projet qui a commencé en 2010 avec 3 collègues, Audrey Gollard, Christophe Machet et Nick Paget. Et l'idée est très, très simple, c'était d'inventer une machine de recyclage de plastique et qui fasse de la mousse. Et on n'arrivait pas du tout à faire de la mousse, et on a pensé à la barbe à papa. Et donc on a inventé une machine de recyclage qui fonctionne exactement comme une machine à barbe à papa, et qui fait donc de la laine qui peut être utilisée pour de l'isolant, qui peut être utilisée comme un textile, qui peut être tissé, tricoté, etc. Et donc qui génère des petites économies locales de recyclage, des petites machines, et donc qui favorise cette réimplantation de circuits courts. Mais en même temps, c'est une machine de barbe à papa. Donc à partir du moment où on la présente et qu'elle prend place dans un espace public, elle génère un rapport très différent que, je sais pas, une extrudeuse. Tout de suite, on rentre dans un univers connu, dans un univers du jeu, du rire, du bonbon, du sucre, etc. De la facilité aussi. De la facilité, et qui crée une tension très forte avec le déchet plastique, qui est vraiment dramatique. Et donc, il y a vraiment cette dualité dans cette machine-là que je cherche à chaque fois, et qu'on va retrouver aussi dans Pétrification d'une manière un peu différente. Donc voilà. Et le projet Pétrification commence aussi avec une intention relativement simple au départ. Ouais. À l'époque... Vous faisiez beaucoup d'ateliers, je crois, exactement. à l'époque, c'est ça.
À l'époque, donc c'était en 2015, je venais d'arriver en thèse. J'imaginais donc j'essayais de penser à un nouveau projet. Et c'est une époque où je faisais beaucoup d'ateliers, ce qu'on appelle des mécathons, donc des ateliers de fabrication, d'innovation, soit des entreprises ou des écoles. Et, avec du grand public, avec parfois des enfants. Exactement, des enfants ou des gens qui travaillent dans les bureaux, qui n'ont aucune compétence de mise en forme. Et à chaque fois, on amenait des outils, on amenait des imprimantes 3D, des lasers, de la mousse avec des découpeuses, etc. Et en fait, tous ces outils qu'on appelle de prototypage rapide marchaient pas très bien. Enfin, il n'y avait pas moyen d'inclure tous les participants dans la mise en forme. Et en revanche, le papier carton avait enfin, je me suis rendu compte à quel point le papier carton était une matière hyper accessible et quasiment universelle. Tout le monde savait tout de suite faire un patron en papier, même s'il n'avait aucune compétence avec du bois ou avec du... Et donc il y avait vraiment cette espèce d'accessibilité qui était assez unique, et en plus avec un matériau très, très simple et très accessible. Et donc j'ai commencé à m'intéresser au papier. Alors, qui est presque évident en design. Enfin, je veux dire, en papier et carton, c'est vraiment une des matières utilisées énormément pour le prototypage, pour l'enseignement, et donc, voilà, que faire avec ça? La question était encore un peu ouverte. Mais il y avait déjà cette idée que finalement, le papier est toujours qu'une étape. On met une chose en forme, puis après, on le mesure, on va le mettre en 3D, on va fabriquer... Typiquement, la chaise de Konstantin Gricic qui est là, qui l'a fait en carton, de manière, enfin vraiment à la main, etc. Mais après, il passe par toute une série de traductions et toute une série de contraintes finalement liées aux outils de modélisation, aux processus industriels, etc. Et donc je me disais, est-ce qu'il y a moyen de garder cette immédiateté, quoi, ce truc du départ, et de passer directement de ça à l'objet final. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait pas, mais en tout cas de passer toutes ces traductions, quoi. Et de figer cet objet dans sa simplicité, en fait. Exactement, et dans son immédiateté, dans le geste finalement aussi du créateur, enfin de l'expérimentateur. Alors ça, c'est l'intuition, le désir et le constat de départ qui va lancer Pétrification. On va voir qu'en fait, c'est ça qui est génial avec votre travail, Émile, et votre démarche de chercheur, ingénieur, designer, c'est de se dire j'ai envie de faire ça, comment je vais y arriver, ce qui n'est pas nécessairement le deux. Je me tourne vers vous, Jenna KS. Alors vous, à un moment donné, on va revenir sur le processus de recherche et trouver ce matériau qui va finir par permettre ça. Vous, comment vous avez entendu parler de ce projet de pétrification et comment il s'inscrit, pourquoi ça vous intéressait au regard de ce que vous travaillez dans votre travail, c'est-à-dire la mystique. Il y a quelque chose de très puissant symboliquement dans l'idée qu'on puisse pétrifier quelque chose. Alors, moi, tout d'abord, j'ai découvert le travail d'Émile durant sa thèse, parce qu'on a une amie en commun, Lucille Vareille, qui m'a invitée à la thèse d'Émile. Et j'ai été extrêmement séduite par deux projets très particulièrement, donc la pétrification et son travail sur la nacre et la perle. Et Émile m'a fait penser à une sorte de faussaire romantique, comme ça, qui essayerait d'imiter la nature, comme on a essayé d'imiter les grottes artificielles et les branchages artificiels avec des technologies plus anciennes du béton et du ciment. Mais lui, il s'emparerait aujourd'hui de la machine pour réimiter des processus naturels. Je pense que c'est quelque chose qui me touche beaucoup historiquement, et donc il y a eu un vrai coup de cœur pour cette démarche. La pétrification, je pense qu'il y a eu un rapport aussi par rapport au matériau, à la sensualité de ce matériau très noir, très charbonneux, qui pouvait pour moi évoquer presque dans tous les échantillons qui étaient montrés durant sa thèse, qui me rappelaient des images de pain comme ça qu'on connaît de Pompéi, qui ont été gardées par la lave et qui portent en eux une espèce de tragédie dans leur plasticité qui se retrouvait dans ces échantillons qui étaient présents lors de la thèse. Alors vous travaillez beaucoup, si on a les images de votre travail, parce que vous travaillez sur l'imagerie des rites funéraires. Il y a quelque chose de très important, ça passe par, je crois, il y a de la joaillerie, il y a des artefacts.
Il y a une question autour du fer. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça, de ce qui reste? Alors, c'est mon sujet de cœur, le funéraire. Je ne peux pas faire que ça, mais par exemple, sur l'image qu'on voit à droite de l'écran, ce sont des plates tombes qui sont réalisées en métal. Donc, c'est des tombes qui montrent un suaire, un gisant, en fait. Le drapé, c'est un ornement c'est une symbolique que j'utilise énormément parce qu'elle évoque... en même temps qu'évoquer la mort, elle évoque le vivant aussi. Donc... Oui, elle évoque la souplesse et en même temps la rigidité de quelque chose qui reste. Exactement. Et donc, en quoi est-ce que cette idée de pétrification, elle s'inscrit dans ce travail? Qu'est-ce qui vous a intrigué? En fait, je pense, le premier rapport, c'est le fait que par une très haute chaleur, presque une destruction, on recrée quelque chose de pérenne. Et c'est presque un process alchimique. Avec on pourrait rapprocher ça de la figure héraldique du phénix qui, en se détruisant, se renaît. Et je pense que ce projet-là d'Émile pour moi, appelait à cette symbolique-là. Et vu que je travaille beaucoup sur le funéraire et que ce process de détruire et se rapproche du process de crémation, voilà, on parlera plus tard de ce qui a été réalisé, mais en tout cas, il y avait un lien évident matériellement et symboliquement. Alors, on va évidemment revenir là-dessus, parce que le process de création est absolument fascinant et plein d'embûches. Mais je me tourne vers vous maintenant, Grégory Lacroix. Donc, vous partagez un atelier avec Émile, je crois qu'on peut le dire. Ça joue un rôle dans le fait qu'à la fin, vous vous intéressez à ça. Vous êtes un designer d'objets dans la vraie tradition, mais pas que. Vous aviez déjà travaillé sur... Voilà, on a une partie de votre travail. Qu'est-ce qui vous a intéressé, vous qui, je crois, revendiquez... comme motto sur votre site, il y a l'habitat habité. Je ne sais pas si ça arrive à quelque chose. Je passe souvent sur mon site, du coup. Personne ne va. Mais vous avez fait beaucoup de mobilier urbain, vous avez fait des chaises, vous avez travaillé vous avez beaucoup travaillé notamment à l'église, il y a un lien quand même. Mais en quoi est-ce que cette démarche et cette idée de la pétrification vous intéresse, vous? Moi, elle me fait fantasmer parce que il y a cette image de la pétrification, de fait de figer à un instant T une matière dans sa structuration, dans sa forme. Et par la pétrification, en plus, on est dans un système où on ne diminue pas la qualité, on va plutôt amplifier la qualité parce qu'on la fige et parce qu'il y a cette transformation chimique. Donc moi, ça me suffit pour me faire fantasmer et me donner envie d'aller plus loin. Moi, c'est vrai que je suis vraiment du côté de l'incarnation, c'est-à-dire qu'on attend de moi qu'à la fin, il y ait quelque chose qui soit viable, pérenne, qui réponde à des usages, qui soit intelligent, qui aujourd'hui, effectivement, puisse consommer de moins en moins de CO2 à sa fabrication, sa mise en œuvre, sa livraison, etc. Et puis, alors je suis très attaché au sens, très sensible à la notion de patrimoine, c'est-à-dire le savoir-faire qu'on maîtrise, celui qu'on inscrit dans une modernité. Bon, notre modernité, elle change quand même à vitesse grand V en ce moment. Et puis, je suis donc assez sensible finalement au patrimoine, le futur, celui qu'on va laisser dans quelques années. Donc, et je cherche dans tous les projets, à être dans une situation où le standard de toute façon ne répond pas aux besoins. Moi, c'est ce qui me stimule, voilà. Et donc, j'ai des projets très concrets et des projets qui sont plus prospectifs ou fictionnels. Je pense que la fiction est importante dans notre métier. Et en tout cas, moi, c'est un fonctionnement qui me permet de faire des fois un pas de côté pour revenir dans le projet. Il y a notamment cette référence à gauche, à votre gauche, qui est une cathédrale carbone, donc qui utilise le principe de carbonatation, donc d'absorption du CO2. Donc le béton absorbe le CO2. Donc quand on déconstruit un bâtiment, on peut reconstruire une sorte de ruine nouvelle qui va absorber le CO2. Et puis à droite, pour faire le lien avec la pétrification, c'est un projet que j'ai fait en 2009, présenté à la Bourse Agora, donc était finaliste mais pas lauréat, parce qu'il manquait un truc.
Donc c'est un projet sur la cellulose moulée, sur son potentiel, parce que c'est un matériau qui a un bilan d'énergie grise incroyable et qui est toujours issu d'industries primaires, premières. Donc il réemploie des matériaux qui sont voués à être jetés ou brûlés. Et à l'époque, il me manquait ce qu'a développé Émile. En fait, j'avais une question, je n'ai pas trouvé de réponse. Quelle était la question et quelle est la réponse que réussit à fournir Émile? La question, c'est quand on a un matériau qui a cette qualité-là, cette qualité de moulage, de définition, d'accessibilité, c'est-à-dire qu'on peut la produire partout. Tous les pays sur Terre ont ce type de déchets, avec une simplicité assez éloquente. Hein. Ce sont les boîtes à œufs que vous achetez, enfin vous achetez les œufs, pas la boîte, mais enfin si un peu. Les deux, bref. Donc c'est très simple, c'est un matériau qui a des vraies qualités, mais se pose la question de la pérennité. Et donc à l'époque, ce que moi je me refusais, c'était mettre de la résine dans cette cellulose pour se dire c'est bon, on peut faire une chaise, on peut faire un mobilier urbain, on peut faire tout et n'importe quoi. Voilà. Mais il suffisait de la pétrifier. Mais moi, voilà, il fallait que je rencontre Émile. Bon, on va évidemment revenir sur la cellulose et sur globalement rentrer dans le vif du sujet. On veut pétrifier un truc, on fait comment? Emmanuel et Queens, moi j'aimerais quand même avoir votre regard sur à la fois cet élan, cette idée, cette intuition, ce fantasme même, et sur les trois profils de designers qui sont autour de nous. Qu'est-ce que ce projet et la diversité des designers qui s'y intéressent racontent peut-être du moment dans lequel on est dans le design, peut-être? Je pense que les termes ont été déjà bien lancés. Donc, je pense qu'on a parlé beaucoup d'expérimentation. Il me semble que c'est un peu l'élément fondamental dans la démarche d'Émile, c'est-à-dire une démarche expérimentale et la définition de ce qui est expérimental, c'est-à-dire un processus dont on ne connaît pas finalement ce qu'il va donner. Et donc cette idée d'une part d'inconnu déjà d'un passage, disons, de l'objet au processus, il me semble quelque chose qui s'est opéré dans le domaine des arts en général, déjà à partir des avant-gardes, des années 60, etc. Vraiment cette idée finalement d'un passage j'ai envie de dire presque d'une poétique ou d'une esthétique ou même d'une philosophie ou d'une pratique de la maîtrise vers quelque chose au contraire qui essaye de provoquer une forme de surprise. Et donc l'idée c'est d'avoir des processus, des procédés qui sont déterminés pour provoquer de l'indétermination. Et ça, il me semble vraiment extrêmement intéressant. Et ces tournants, que moi j'appelle un tournant expérimental de l'art, parce qu'il faut quand même inventer un tournant, c'est vraiment l'idée que ça produit un changement assez radical finalement de la posture dans l'art, et bien évidemment, mais dans le design, c'est très intéressant aussi. Parce que finalement, on passe d'une considération d'un objet qu'on va évaluer, qu'on va juger du point de vue de sa forme, à l'idée d'un processus. C'est le processus qui est inclusif et on l'a vu, hein, donc, cette idée de provoquer par la création des dispositifs, finalement des rencontres avec des matières qui sont actives, on en reparlera dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'on va être dans une idée pas seulement de design, mais de plus en plus de co-design qui va se mettre en place par une matière qui n'est pas inerte, mais qui au contraire va réagir d'une certaine manière, va agir d'une certaine manière, mais aussi avec d'autres designers. Donc cette idée-là, du coup, inventer des plateformes, des dispositifs, on peut les appeler avec différents termes, mais en tout cas des conditions de recherche, d'expérimentation ou des profils aussi différents, parce que là on a vraiment, aussi des esthétiques, des points d'intérêt, de matériaux de cœur, comme tu disais tout à l'heure, qui sont assez différents. Et donc je trouve que cette idée d'une démarche d'expérimentation, il me semble vraiment après les premiers pas pour justement penser un design qui est inclusif et qui permet justement d'être dans cette idée d'échange. Il y a un deuxième élément dans cette idée d'échange qui me semble très important, que Émile a mentionné tout à l'heure par rapport à Polyphlos, c'est cette idée d'inclure aussi dans ce processus les publics. Et pas seulement, c'est-à-dire de penser le public comme l'utilisateur du projet final, hein. On mettait plein de points d'interrogation sur cette idée de finale, c'est-à-dire de commencer à penser que l'objet, au contraire, est comme quelque chose qui est vivant et qui disons, s'inscrit dans un contexte vivant et qui donc il a une véritable vie. Hein. Et donc on commence à réfléchir de plus en plus à ce cycle de vie de l'objet. Et ça me semble extrêmement important aussi d'impliquer les utilisateurs, les usagers, dans les processus bien en amont et pas seulement à la fin.
Ouais, on va avancer. Alors justement, comme cette idée de pétrification, ce projet, il part d'un désir, d'une intuition, il y a beaucoup de sérendipité dans la manière dont on arrive à ce qui se passe à la fin, et je pense que ça n'est pas terminé. À partir de ce désir-là, qu'est-ce qui se passe, Émile? Il y a plusieurs choses que tu as lues, que tu as remarquées, qui finissent par faire sens, mais se pose la question du matériau de départ, et c'est quoi, on va dire, les défis en termes de matière et de process qu'il y a quand on se dit on veut partir du carton et du tissu ou de la corde? Bah alors, au début, aucune idée. Je sais pas du tout. Je commence à regarder justement comment transformer cette matière en évitant, comme tu l'as dit, de mettre une résine ou du polyuréthane ou n'importe quoi. Mais d'essayer de transformer la matière elle-même sans commencer à changer ou à la prendre juste comme une matrice. Et donc, étant quand même de formation d'ingénieur, un des réflexes, c'est d'aller chercher dans la littérature scientifique, simplement comprendre. Mais avec le peu de connaissances que j'ai spécifiquement dans les domaines, c'est plus une sorte de culture générale. Et là, je suis tombé sur un article qui était passionnant. Je peux le mettre. Qui lui-même avait vulgarisé le terme. C'est-à-dire, évidemment, il y avait un terme scientifique très complexe, carboréduction de carbone, etc. Mais dans l'introduction de l'article, ils avaient parlé du pétrification. Et donc, c'est un peu comme ça que je suis tombé dessus. Et eux-mêmes, c'est un laboratoire en Californie où il y a les parcs nationaux avec les forêts pétrifiées, etc. Donc eux-mêmes avaient fait référence pour faire comprendre leur processus à cet élément. Cette idée de... Et donc, voilà, après j'ai commencé à explorer cette technique qu'eux avaient fait. Eux, leur objectif, c'était donc de faire des filtres. Ils prenaient des petits cubes de bois, ils enlevaient la lignine avec un acide, et donc ils obtenaient un petit cube poreux, et ils le transformaient donc en carbure de silicium, donc en roche. Et la qualité du filtre était définie par la qualité du bois et la porosité du bois. Donc c'est déjà assez intéressant comme tout d'un coup ils utilisaient les caractéristiques du bois pour faire un élément extrêmement technique. Et donc je me suis dit, mais est-ce qu'on peut faire ça avec d'autres formes de cellulose ou même avec d'autres formes carbonées en fait. Mais ça a été tout un processus. Donc d'abord d'avoir accès au laboratoire pour pouvoir expérimenter, parce que donc il faut monter assez haut en température, il y a une préparation quand même des matériaux. Il faut même le dire, il y a des fours complètement démentiels qui permettent d'arriver à ce produit. Il n'y a que quelques fours de ce type en France, donc il faut aller rencontrer les labos qui les ont. Oui, c'est des fours... alors, il y en a beaucoup dans les labos, mais c'est des tout petits fours. Enfin, c'est-à-dire, le four est grand, mais la chambre, elle est grande, elle fait 2 cm. Donc c'est pour ça qu'on faisait j'ai travaillé notamment à Chimie ParisTech. J'ai eu la chance d'être invité par un professeur qui m'a proposé proposer ce sujet comme sujet pour les élèves. Et donc, il faisait on ne se rend pas compte de la taille, mais les origamis ils sont faits à la pince à épiler, quoi. Et ce qui est génial, c'est que c'est les étudiants eux-mêmes. On travaillait uniquement sur les questions techniques, disons, ou chimiques avec eux. Et je les laissais travailler pendant 2 mois sur leurs expériences. Et ils sont revenus et ils étaient tout fiers de me montrer parce qu'ils avaient fait ça eux-mêmes. Et donc il y avait déjà, d'une certaine manière, une sorte de preuve qu'ils s'étaient emparés de la chose et avaient créé des formes. Parce qu'avec le papier, c'est si simple, où il y a cette sorte d'appétence qui amène à créer des formes. Et après, donc oui, il y a eu la question du four lui-même. Il y a une question ? Ah, il y a déjà une question. Ah. Oui, pardon, tout à fait. Pardon, on va le dire, Tout à fait. C'est écrit, 1400 degrés. Ouais, en gros, pour vous donner une idée du processus, donc il y a une infusion de silice dans la matière. Et puis donc une cuisson sous atmosphère, une cuisson donc où il n'y a pas d'oxygène, sinon le bois prendrait feu, ou le carton ou le papier. Et c'est à partir de 1200 degrés qu'il y a donc une fusion des 2 éléments, du carbone et de la silice, pour faire du carbure de silicium. Et en dessous de ça, c'est donc juste un assemblage, disons, de silice et de carbone.
Mais on reviendra sur la matière. On va revenir sur la matière parce qu'en soi, elle est fascinante et elle mérite un beau moment à elle seule. Mais ce qui est intéressant pour le moment aussi, c'est de comprendre comment vous le faites, comment vous arrivez à faire ça. Est-ce que ça... Et donc, voilà, là, typiquement, pour de la pâte à papier, on produit, c'est de l'eau chargée en silice, dans un milieu acide, donc il faut quand même porter des gants, etc. Mais on mélange avec la pâte à papier, puis on va les cuire telles quelles. Et on fait ça, pareil, pour de la corde, du tissu. En fait, c'est là où ça s'est ouvert, c'est-à-dire qu'au début, j'imaginais ça pour le papier, mais en fait, assez vite, on s'est rendu compte que toute matière carbonée poreuse pouvait... La porosité est la clé, il faut que ce soit poreux. Il faut que ce soit poreux, pour donc, que du ça coup, puisse ça ouvre, s'infiltrer. Ouais. Ouais. Et alors ce four, quand même, un petit mot sur ce four. Ce four... Oula, Voilà. oula, pardon. On est parti loin. Ah, Non, spoiler. Pardon, on revient en arrière. Voilà. Ouais, ça, c'est le four. Le four, ça a été une grande aventure, parce que donc impossible de trouver des grands fours, enfin pour faire des pièces dans les laboratoires de recherche. Donc j'ai commencé par essayer de faire mon propre four, avec un four de potier que j'ai essayé de rendre étanche, et puis avec de l'argon pour faire sortir l'oxygène, et une sorte de dosimètre qui marchait à la quantité d'eau. Enfin, voilà. On est dans l'artisanat. Là, on est vraiment dans sur le l'artisanat. four. Ça a marché, disons, les 3-4 cuissons. Et après, évidemment, tout le four perdait son étanchéité et ça ne marchait plus. Donc, il a fallu trouver un autre four que j'ai finalement trouvé en Chine, que j'ai fait importer en France, qui est un four... alors, pour le coup, que j'ai dû retravailler une fois qu'il est arrivé. Donc voilà, ça c'était une aventure qui a mis presque un an, je crois, ce que je l'obtienne, mais qui maintenant fonctionne et qui est notre outil de travail tous ensemble à l'atelier. Donc ça c'est vraiment un outil précieux, quoi. Alors, peut-être une petite remarque, parce que du coup, on va revenir évidemment sur le matériau, sur ce matériau donc, tu découvres au moment où tu lis cet article. Donc, quand même, c'est fondamental, la littérature scientifique joue un rôle, puis ensuite l'expérimentation où tu essayes d'imaginer un four qui se prêterait à ce que tu comptes faire de cette matière. Ensuite, vous arrivez dans le projet. À quel moment est-ce que ça s'ouvre, ce projet, avant qu'on puisse le dire avec Jenna ? Il y a quand même un moment, je voulais l'ouvrir depuis le début. J'avais depuis même la thèse, il y avait cette idée qu'un outil n'est outil qu'à partir du moment où il est partagé. Sinon, ça reste une prothèse un peu personnelle. Enfin, et donc, il devient outil à partir du moment où il est approprié par d'autres. Seulement, il y a quand même une étape à atteindre avant de le partager, parce que sinon, il n'y a juste rien à partager, pas de résultat, pas de processus, rien de stable. Et donc, j'ai quand même expérimenté pendant, je crois, bien 2-3 ans, alors avec plein d'autres choses à côté, mais pendant 2-3 ans, je lançais des expériences qui donnaient un peu toutes ces choses-là, c'est-à-dire des échantillons, des bouts de matériaux, des choses récupérées que j'essayais. Certaines sortaient en poussière, d'autres résistaient, certaines étaient extrêmement, enfin, réduisaient énormément, d'autres pas. Enfin, donc il y a eu plein d'expérimentations, aussi bien sur les temps de cuisson, la trempe, les matériaux eux-mêmes. C'était un peu tout azimut. Mais au bout d'un moment, il y a eu un certain nombre de choses qui commençaient à être répétables. Et c'est à ce moment-là que Jenna et Grégory qui me disaient mais on aimerait bien travailler avec. Je leur ai dit là on peut commencer. Est sur quelque chose. Le four commence à être maîtrisé. Alors peut-être on peut regarder du coup Grégory quand vous entrez dans ce projet. Donc il dit qu'il y a quelques cuissons qui marchent. Il dit tout marche parfaitement. Et alors vous arrivez avec quelle idée ? Qu'est-ce que ça vous donne envie de faire cette possibilité de pétrifier avec ce four ? Alors, ce qu'on se dit, c'est qu'on est dans une société où l'industrie et le designer participent à créer vraiment des paradoxes. C'est-à-dire qu'on a des industriels, par exemple, de l'ameublement comme Ikea, qui font un travail formidable pour que tout le monde puisse monter sa cuisine sans avoir planté une vis avant. Enfin, planter un clou et visser une vis avant. Mais en même temps, c'est tellement abordable qu'on voit des tonnes et des tonnes de déchets agglomérés jetés, voilà, non réutilisables. Donc, quand on déménage, on jette, on ne réemploie pas, quoi.
Et donc, en s'intéressant à tous ces matériaux-là, qui ont une intelligence, un aggloméré, il y a une vraie intelligence. Le carton ondulé à simple, double, triple cannelure a une vraie intelligence. Le médium aussi, même si ce sont des matériaux pleins de plastique. On a l'intuition de se dire, tiens, si on peut figer leur intelligence, mais de façon pérenne, et leur conférer une qualité structurelle plus forte, c'est plutôt génial. Donc ça, c'est l'idée de départ. Donc voilà, on fait des tests, ça marche pas, on fait des tests, ça marche pas, on fait des tests, ça marche pas. Voilà. Et à un moment donné, on opère un glissement, on se dit, bon, effectivement, l'aggloméré et le médium, ça prend très très bien l'eau, mais ça réagit mal à la cuisson, ça finit plutôt en poussière. Et donc après, on se tourne vers la ouate de cellulose. C'est ce que vous voyez en haut à gauche, mais assemblé. C'est un isolant, en fait, la ouate de cellulose. Donc c'est vraiment le rebut textile qui peut vraiment pas du tout être ni refilé, ni réutilisé, qui est déchiqueté et qui est retransformé de façon homogène en plaques. Donc il y a des plaques de 5, de 10 cm. Et donc on travaille... Là, l'idée, c'est de se dire, puisque le textile à base de cellulose peut être pétrifié, on ne fait pas de moule, on fait un moule en textile en cousant, comme si on cousait un vêtement, un patron. Et du coup, on vient tremper ça dans la silice, dans le mélange de silice, et puis on le fait sécher, on le cuit. Ce qui est hyper intéressant, excusez-moi, je vous interromps, mais je vous demande qu'est-ce qui vous inspire. Vous partez tout de suite de la réflexion de savoir quel matériau qui n'a pas de vie il faudrait utiliser pour que ça ait du sens, mais vous ne dites pas ce que vous comptez faire à la fin. Ouais. C'était quoi? Qu'est-ce que vous cherchiez à faire? Désolé, mais... En fait, il n'y avait pas forcément un objet identifié, mais il y avait une échelle et il y avait un système constructif. Nous, on a posé le mot brique parce qu'il y avait une exposition qu'il fallait leur dire dans le catalogue, vous mettrez brique. Donc 6 mois avant d'avoir le résultat. C'était un peu, un peu risqué. Mais c'est vrai que la question de l'échelle est intéressante quand on voit la masse de déchets, et c'est là où le choix du matériau est important, quand on voit ce que ça représente comme masse de déchets et quels sont nos besoins aujourd'hui. Dans la construction, on a des besoins. Enfin, ça me semblait plus intéressant d'aller vers ce type de proposition que de faire de beaux objets, des contenants, des vases, même si j'ai rien contre, parce que j'en fais aussi. Mais ça me semblait plutôt prioritaire pour moi. Et voilà. Et c'est vrai que la question de l'échelle, elle est intéressante aussi parce que si on veut, parce que le but c'est d'ouvrir le projet, d'intéresser des partenaires, il faut aller vers ceux qui ont un besoin en masse de retraiter leurs déchets ou un besoin en masse d'un objet constructif. Donc l'aggloméré non, et la cellulose alors. Donc la ouate de cellulose, la ouate de coton qui donne des résultats. Vous voyez la photo au centre, tout en haut noir, voilà. Donc en gros c'est ça, mais en fibre, et à la différence que ça c'est dur, et ça vous l'écrasez à une main, quoi. On s'est rendu compte que là c'est pareil, c'est une démarche empirique, donc on se rend compte que effectivement quand on trempe la ouate de cellulose dans la solution, elle est détrempée, elle boit. Mais elle fait aussi office de filtre. C'est-à-dire que plus vous allez au cœur de votre tube en cellulose, et moins il y a de silice, parce qu'elle filtre la matière. Donc moins vous avez une réaction efficace, opérante. Voilà. Donc après, par glissement, on s'est dit, on va garder ce patronage textile. Donc c'est ce que vous avez tout en bas à gauche, tout en haut à droite, en se disant on a un travail de couture qui permet une mise en forme et on vient injecter une sorte un papier mâché qu'on peut faire à base de papier, qu'on peut faire à base de cellulose. Et puis on va passer ça au four. C'est le résultat qu'on voit en bas à droite. Ça, c'est le premier résultat. J'ai fait le truc avant de partir en vacances le lendemain. Et donc on avait une première brique, ça c'est juste un bout parce que la brique s'est cassée. Mais donc ça a attesté que on tenait un truc viable. Avec une cuisson qui dure combien de temps et machin, vous l'avez figé? La cuisson, c'est 12 heures, je crois. Là, on était monté à 1004, là, je crois. Oui, parce qu'après, il y a tout ça. Il y a en fait, le temps de fabrication, c'est on prépare la solution, on prépare la pièce, la solution, on trempe, on sèche, ça prend une journée. Après, on met au four, ça prend une journée. Et seulement au bout de 2 jours, on sait si notre intuition, elle est bonne ou pas.
Donc ça fait des temps relativement longs. C'est différent si vous devez taper dans un bout de bois, coller un bout de pierre, voilà. Mais ça, on va revenir justement sur l'approche. Qu'est-ce que ça change à la pratique aussi de s'essayer et d'avoir aussi d'avoir comme ça un élément qu'on maîtrise ou pas? Bah, ça produit un peu de stress quand il y a une expo. En fait, moi, j'ai pas de problème avec l'échec. Voilà, j'ai pas utilisé J'ai le mot plus de échec. problème avec l'échec quand dans 15 jours, il y a une exposition qui ouvre. Voilà. Bon, il se trouve qu'on a... Enfin, effectivement, par rapport à ce que vous avez pu voir très rapidement dans mon parcours, je suis pas dans des typologies de production habituelles. Ouais. C'est-à-dire que là, on ne peut qu'imaginer, oui, ok, il y a une brique avec une forme ronde. Bon, ça parle de construction, ça parle d'assemblage, ça parle de proportion, ça parle de résistance, et c'est déjà pas mal, finalement. Mais bien évidemment que la question de la brique que vous avez au centre, qui est presque une brique classique, elle est devenue centrale pour aussi bien signifier au public quel axe de travail on avait entrepris, et pour pouvoir aussi renseigner sur l'échelle et sur le fait qu'on est sur un élément qu'on veut reproductible et assemblé. Après, ils ont tous des qualités. On voit bien de gauche à droite qu'on a des formes, des typologies d'assemblage très différents. Après, si vous imaginez des objets finis avec ça, parlons-en après, parce que c'est quand même encore abstrait, mais en tout cas, notre volonté, après ça, c'est de poursuivre. Il y a déjà tout un ensemble de tests, et on voit bien que selon les gens qu'on va intéresser en termes de partenaires et de ressources, il va y avoir des orientations qui vont être du petit objet mobilier, je parlais de mobilier urbain, jusqu'à des constructions qui sont plus proches de l'architecture. Alors, Jenna, parce qu'après, on a plein de portes qu'on peut ouvrir à partir de cette exploration de ces formes et du coût, de la sueur qu'il a fallu pour les produire. Jenna, vous l'avez dit tout à l'heure, ça vous intéresse parce qu'il y a cette question de la mystique et que ça renvoie à beaucoup d'images, d'objets, de questions mythologiques sur lesquelles vous travaillez. Donc vous, quand cette idée, quand lui dit qu'il y a quelque chose et qu'il y a un four qui fonctionne, vers quoi vous allez? Qu'est-ce que vous êtes arrivé avec une envie d'essayer quoi? Là, on est en face. Alors c'est amusant parce qu'en écoutant l'expérience de Grégory, je pense qu'on l'a prise tous les deux complètement dans des sens opposés. Moi, j'ai vraiment suivi une intuition très spontanée de départ de travailler sur des urnes cinéraires. Donc c'est des urnes qui sont des contenants pour les cendres d'un défunt. Et je pense que cette intuition, elle est venue aussi du fait que la transformation qui est subie par le contenant est la même transformation que celle qui est subie par le corps. Et je crois profondément que la manière dont on produit des objets les incarne. Et donc, ça avait énormément de sens pour moi de poursuivre cette idée de départ. Ce qui s'est passé, c'est que comme on a été en fait ensemble dans la recherche, on a testé beaucoup d'échantillons de tissus, de coton qui sont plus ou moins serrés dans leur tressage. Je pense que ça a duré 2-3 ans de rencontres assez ponctuelles où on a testé des choses qu'est-ce que ça donnait alors justement? Et on a testé des échelles différentes puisque Émile avant, enfin j'espère pas dire de bêtises, mais avant toutes ces expériences qu'on a eues tous les deux avec toi, tu avais testé tu as été sur des plus petites échelles. Ouais, bien sûr. Vous m'avez poussé à changer. Il fallait plus grand, c'est ça? Ouais. Donc c'était déjà un sacré challenge que d'essayer de sortir des contenants. Alors là, par exemple, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde quoi? Ça, ce sont des urnes cinéraires qui sont travaillées en tissu, qui sont drapées. Donc, pour être très pragmatique, en fait, les tissus sont trempés dans la solution de silice. Ensuite, je viens les former avec les moyens, de bricolage. En fait, c'est ma manière de travailler. De manière générale, au-delà même de ce projet assez généralement. Artisanal, presque. Spontanément, et je dirais pas artisanal parce que je suis pas un artisan, mais ça vexerait un artisan. Donc voilà, c'est des espaces de montage en drapé de contenants qui sont imbibés de cette solution qu'on a placée ensuite dans les fours. Et en fait, par la chaleur,
ces contenants ils vont se déformer aussi. Et ça va donner un vrai caractère à ces urnes. Et en fait, c'est amusant parce que pendant toute la production qu'on a eue ensemble, il y a eu beaucoup de moments où il fallait prendre très positivement des choses qui auraient pu être des échecs. Et en fait, c'était à chaque fois un très bon chemin qui était donné par le process lui-même. Et donc, le fait que les urnes se déforment énormément, ça leur donne vraiment un caractère presque humain. Ça rappelle aussi les vases funéraires canopes égyptiens. Enfin, ça raccordait plein de... En quoi Vous voyez ce que c'est, les vases canopes? C'est des vases avec des figures, en fait. Donc, on revenait dans une idée de contenant qui était presque animée de par sa forme. Inanimé et néanmoins inorganique. Parce qu'on est d'accord que là, quand vous assemblez comme ça, vous créez ce drapé avec vos mains et cette structure, la cuisson va modifier ce drapeau. Oui. Ce drapé. Oui, complètement. En fait, ils vont se déformer sous l'action de la chaleur. Alors, Emmanuel, qu'est-ce que ça vous inspire, cette question notamment de la pratique, de l'expérimentation et du four? Tout à l'heure, vous parlez de votre livre qui s'appelle « Contre l'objet », vous parliez de cette question de l'objet. Là, qu'est-ce que ça vous évoque justement, cette volonté de faire advenir l'objet, avec quand même des manières d'attaquer la question et de regarder ce processus d'expérimentation qui est assez différente de la part de tous les trois? Tout à fait. Et je pense que là, la question des comportements de la matière me semble centrale. Quand tu dis justement que la matière va se rétracter, va changer finalement des postures, donc va s'animer, il me semble qu'on est au cœur de cette dimension d'expérimentation que le travail d'Émile met vraiment en avant. Une expérimentation dans laquelle on va essayer de suivre chaque étape, et chaque étape finalement c'est une rencontre avec justement d'autres formes. Aujourd'hui est très à la mode ce terme de agency, d'agentivité, donc c'est-à-dire de penser justement les objets, les matières avec une capacité d'agir. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que finalement dans cette dimension de processus, tu parlais de performance des matières, il y a des regards qui se mêlent. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tout d'un coup, voilà, il y a des couches, des stratifications symboliques qui émergent, il y a des images qui émergent de cette matière, et c'est là finalement une autre démarche de design. Finalement, c'est l'idée de presque de reconnaître dans les transformations et dans les comportements de la matière, finalement, ce qu'on va appeler un objet. Et c'est ça l'objet finalement. On arrête quelque part un processus, ou disons, on fait un arrêt d'image sur un processus qui de toute façon il va continuer à évoluer, parce qu'on a beau essayer de le figer, mais de toute façon dans les temps, même cette dimension de la pétrification, elle a une dimension presque, symbolique, cette idée de donner un mythe de l'intemporalité de l'objet. Ça, on va en reparler avec Émile. Mais voilà, il me semble cette idée de s'arrêter, d'arrêter à un moment le processus, de regarder, de fixer les regards sur ces processus-là et de laisser finalement agir dans l'imagination tous ces processus. Donc il me semble que là, ça permet justement d'agir avec cette matière et d'interagir ou de coopérer, c'est un autre terme qu'on aime beaucoup, nous, à l'Inside Lab, avec cette matière pour produire des choses totalement différentes. Et ça peut donner effectivement des univers beaucoup plus narratifs, ou beaucoup plus liés vraiment à des formes ou à des fonctions. Et donc ça me semble vraiment qu'on est au cœur de cette idée des processus et des performances. Oui, c'est justement pour moi le projet a évolué aussi, c'est-à-dire j'ai été forcé par le projet à le voir différemment. Au début, c'était une expérimentation relativement comme on le disait, naïve, enfin, quelque chose de très simple, de se dire est-ce qu'on peut faire de la céramique avec ça? Et puis au final, se raconter complètement autre chose, c'est-à-dire se raconter la question de faire du pérenne avec du friable ou de l'éphémère, de faire du coup des sortes presque de reliques aussi, qui posait la question de l'anthropocène, de quoi est fait l'anthropocène, pourquoi est-ce que c'est nécessairement que du béton et du béton armé ou des déchets nucléaires, mais peut-être qu'il y a des choses à garder. Peut-être que justement un travail fragile de tissage, c'est quelque chose qu'il faut garder. Et donc il faut transformer. Enfin, donc, tout d'un coup, ça devenait plus une sorte de spéculation
une archéologie spéculative, de se poser la question ensemble de ce qu'on devrait garder. Et le projet a commencé aussi à être présenté beaucoup plus comme ça, notamment, je ne sais pas si on va voir l'image, oui, le travail d'Ophélie Morus que Jenna connaît aussi, qui est venu interpréter ce projet vraiment pour le coup comme si on avait déterré ces objets d'un futur un peu étrange, fait de béton et où on retrouverait des formes perdues presque. Ouais. Mais alors ça, c'est une question, parce qu'on peut revenir, il y a eu une question évidemment centrale sur le four, jusqu'à combien il monte, mais les caractéristiques de ce matériau, parce que là, on parle de pétrification, donc on a parlé de l'acte, on a parlé du processus, mais c'est quoi les caractéristiques de ce matériau? En quoi, justement, ça modifie et la démarche, ça modifie, et les caractéristiques de ce matériau vont déterminer en réalité ce qu'on peut faire et quels objets peut-être on peut ou on doit produire. Ce matériau-là vient d'où? C'est un matériau qui n'existe pas beaucoup, je crois, sur Terre, dans l'état dans lequel dans l'état dans lequel les objets sont créés. Ouais. C'est pas clair du tout, mais vous allez me l'expliquer. Voilà. En fait, c'était une chose qui m'a donné envie aussi d'expérimenter ça, c'est que ça produit du carbure de silicium. Le carbure de silicium, c'est un matériau alors sur lequel j'avais en plus travaillé. Mon stage de fin d'études d'ingénieur, c'était pour la SNECMA, les moteurs d'avion, et ils inséraient des fibres de carbure de silicium dans le titane de leurs pièces d'avion. Pour qu'ils résistent mieux, parce que c'est extrêmement rigide. Et donc c'est un matériau qui en fait est assez proche du diamant en termes de rigidité, sauf qu'il n'a pas du tout ce statut là. Chic. C'est un matériau assez en fait utilisé quasiment uniquement pour des contextes industriels. Mais qui est présent dans l'univers. Et qui est présent dans l'univers. Et en fait c'est ça aussi toute son histoire. Je peux vous montrer un cristal. Je crois qu'il va arriver. Pardon. Le cristal arrive. Le cristal n'arrive pas. Voilà. Ah, c'est ça. Donc ça c'est un cristal de carbure de silicium, c'est noir avec des reflets irisés, parfois un peu verts. Très beau. Et donc c'est un matériau qui existe sur Terre en assez faible quantité, qu'on appelle d'ailleurs la moissonite, parce qu'il a été découvert en 1893 par Henri Moisson, un chimiste français, mais dans le canyon, le Diablo Canyon, donc un canyon d'une météore, aux États-Unis. Et en fait, il est toujours un apport extraterrestre. Il n'existe pas sur Terre de manière... et il est toujours, du coup, un signe d'un espace-temps très éloigné de nous. Donc, il est étudié pour étudier des espaces-temps très éloignés de nous, notamment des passés très lointains. Donc, il y a déjà cette espèce de rapport à ce matériau qui est très impressionnant, parce qu'il est toujours extraterrestre et signe d'un espace-temps différent. Et il a été fabriqué, avant même d'être découvert, aux États-Unis par Goodrich Acheson, qui a mis en place le process, le fameux process de fabrication, et qui est devenu en fait un matériau d'un abrasif. C'est ce qu'on utilise d'abrasif dans beaucoup d'utilisations quotidiennes. C'est aussi ce qu'il y a sous les navettes spatiales, les dalles noires qui sont sous les navettes spatiales, vu que ça résiste à des très très hautes températures. Et voilà, c'est une espèce de frère banni du diamant. Il y a cette espèce de... Le diamant aussi est utilisé en abrasif, le frère obscur. Mais il a cette il a cette petite hype par ailleurs. Voilà. Moi, ça m'intrigue parce que là, on s'est donné la parole et vous nous avez raconté tous les deux dans ce process collectif ce que ça vous a permis d'imaginer, de fantasmer la possibilité de pétrifier. Mais il y a, par la nature même de ce matériau, une responsabilité quand on crée des objets, puisque ce sont des objets qui, parce qu'ils passent de l'organique à de l'inorganique, par nature, restent. Donc c'est des objets, tout à l'heure, Grégory, vous disiez, tout de suite, ça appelait la question de savoir quel type de matériaux on peut recycler ou ne pas recycler, justement ceux qui n'ont plus de vie. En même temps, on brise une chaîne, c'est-à-dire que c'est des objets concrets qui, a priori, ne bougeront plus. Qu'est-ce que ça évoque, cette question-là ? Oui, c'est pour ça, sur les tours de magie, sur tout ce qui fait fantasmer, je suis assez prudent, et c'est pour ça aussi que dans ma démarche,
Ce que je veux, c'est comprendre le matériau et son comportement avant de vous vendre quelque chose de magnifique. Effectivement, on crée une nouvelle matière qui n'existe pas à l'état naturel, qui va rester. C'est pas une question que je me suis posée comme ça en me disant c'est horrible, mais quand je le mets en équation avec toute cette matière qui, si elle n'est pas transformée comme ça, finira incinérée, brûlée. Alors bien sûr, on récupérera l'énergie fatale, mais il y aura une libération de CO2, même si on est en train de nous vendre des systèmes de captation incroyables et multiples partout. Là, il y a plus que captation, parce qu'il y a transformation. Effectivement, est-ce qu'il faut produire ce nouveau matériau ? Dans ce type de... Je trouve dans cette question, elle est vraiment horrible. Dans ce type d'équation, en fait, ce que je trouve complexe, c'est que là, on réagit tous à très court terme, et on nous demande de réagir à très court terme. On a produit en très peu de temps des matériaux immondes. Donc, je pense que ça, c'est pas la solution ultime, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère travailler et rechercher sur ça, plutôt que de me dire, je vais faire des pavés de briques blindés de résine, qui pour moi, voilà. Alors, je ne sais pas si c'est très optimiste, mais... Moi, je le vois aussi comme une question, si tu veux. Plus se poser la question, se dire, est-ce que finalement, entre le recyclage, je sais pas moi, un gobelet en carton, pardon, qui certes a demandé peu d'énergie à être fabriqué, mais qui va devoir être refabriqué à chaque fois, et une tasse en céramique qui a demandé beaucoup plus d'énergie à être fabriquée, parce qu'on ne se l'imagine pas, mais à chaque fois c'est 1200 degrés 2 fois, mais qui après a une longévité. Et donc c'est plus... Je ne suis pas sûr que la réponse soit dans l'objet lui-même. C'est-à-dire ça dépend dans son contexte, de comment elle est utilisée, de comment elle est transmise, de comment elle est... Mais c'est deux solutions très différentes. Et en ce moment, on parle énormément de recyclage et donc de ne plus avoir d'impact, c'est-à-dire se déterritorialiser encore plus, de ne plus toucher la terre, quoi, de faire que réutiliser son propre... Et peut-être qu'il y a d'autres logiques qui sont en fait plus pérennes que simplement le recyclage. Non, c'est ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est dans un mouvement où l'idée est de continuer à produire, mais avec une production qui, en se recyclant, nous éviterait d'avoir un poids. Or, toi, tu arrives avec un objet ou des objets dans cette démarche, qu'on le veuille ou non, ça induit qu'on laisse un objet quelque part. Et donc, ce fantasme de ne pas peser sur la Terre et comme voie de sortie de l'Anthropocène, là, on est à contre-pied presque de ça, Emmanuel. Oui, pour moi, il y a aussi une autre dimension qui est très intéressante, c'est-à-dire que ce type de démarche nous permet de sortir aussi un petit peu de cette polarité. On parle de l'Anthropocène, et justement, il y a aujourd'hui, on est en plein dans cette idée d'une critique de la modernité comme, disons, un processus d'innovation pérenne et qui n'est plus jouable. Hein. Donc, quand on dit entre une démarche écologique et cette pulsion à l'innovation, il faut choisir. Les deux ne sont plus compatibles. Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant parce que justement, il n'y a pas d'un côté l'industriel et de l'autre côté le naturel, ou on pourrait dire les culturels et naturels. On a vraiment une sorte j'ai envie de dire, de porosité ou de perméabilité entre les deux. La porosité est le maître mot. Voilà. Donc, et entre les deux, c'est-à-dire que quelque part, par des procédés qui sont, on les a vus, passe par des machines, donc qui sont des machinations, on pourrait dire, mais on produit finalement du naturel. Donc on travaille sur cette continuité. Et l'idée de la pétrification est vraiment l'idée d'accélérer quelque part. Et les projets de la perle aussi, dont on n'a pas parlé, mais qui est très intéressant dans la démarche d'Émile, c'est vraiment l'idée de produire finalement une perle, mais en accélérant un processus qui est très 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 long. Donc vraiment cette idée de agir dans des processus qu'on a toujours appelés comme naturels, avec des démarches qui sont au contraire très culturelles et très machiniques, il me semble finalement aujourd'hui poser cette question de l'Anthropocène, de comment on agit d'une manière, disons, pas totalement polarisée. Au contraire, on est dans une véritable complexité, dans une démarche dans laquelle finalement il y a de la nature dans l'industriel, il y a de l'industrie dans le naturel. Donc finalement, on n'est pas ni dans l'idéalisation du naturel, ni dans la démonisation industrielle. Il me semble qu'il y a quelque chose de vraiment très, très juste dans cette dimension. C'est l'approche de reprendre l'angle où on est effectivement dans soit il faut qu'on sorte, il faut qu'on se
on ne peut plus être centré alors que nous ne sommes que des hommes. Jenna, j'entendais bien tout à l'heure, vous disiez que ça vous intéressait parce qu'il y avait justement cette idée d'accélération d'un processus naturel. Il y a ce matériau qui en même temps est un matériau qui n'existe pas théoriquement dans la nature sous cette forme-là. Et vous travaillez sur des questions, vous travaillez sur à la fois des objets, des rites et des imageries qui, elles, sont très très fortement liées, qui n'existent que par l'homme et par la question de la survivance finalement de l'homme. Cette question-là du statut de ces objets que vous créez potentiellement dans ce matériau, vous la posez comment justement? Vous la posez ou pas? Cette urne qui va rester et qui va rester plus longtemps que le corps humain ne sera resté. Alors pour le moment, elle est très fragile, cette urne. Le four n'est pas encore au point, mais enfin, je pense on comprend quand même l'histoire et les civilisations qui nous ont précédés grâce aussi à l'objet funéraire et à des objets qui ont survécu aux hommes. Et je pense que, enfin, ça me pose pas de problème. Pour moi, ça va avec la manière de comprendre. C'est ça qui nous intéresse, du coup. Oui, oui. Alors, est-ce qu'on peut, parce qu'il nous reste quelques minutes, et après, vraiment, il faut qu'on échange avec la salle qui est là et qui aura sur doute des questions aussi bien techniques que théoriques. Qu'est-ce que ça vient éclairer de votre pratique, par exemple? Cette pratique d'un nouveau matériau, je ne sais pas à quel point c'est une nouveauté ou pas pour vous deux, d'explorer autant l'objet que le matériau et le processus. En tant que designer, qu'est-ce que ça raconte peut-être de nouveau ou pas d'ailleurs sur votre pratique? Enfin, Jenna, est-ce que c'est des choses que vous pratiquiez beaucoup, ça, c'est-à-dire essayer que le process soit quelque chose qui, d'une certaine manière, soit le centre du travail? Je pense que je travaille de cette manière en général, mais la chose que j'ai expériencé pour la deuxième fois de ma vie. La première fois, c'était en travaillant avec un monastère carmélite, et la deuxième fois, c'était avec Émile. Je pense que la recherche donne ce luxe magnifique de rendre le temps complètement élastique, en fait, et de pouvoir prendre le temps pendant 3 ans de faire des tests et d'en faire sûrement encore après ce projet. C'est quelque chose qui n'est pas quotidien pour moi, parce que souvent on doit finaliser des projets en 2-3 semaines et on n'est pas forcément satisfait de décider que c'est terminé. C'est très dur de décider qu'un projet est terminé, parce que en fait, tout projet pourrait être infini. On pourrait continuer à travailler dessus toujours, à ouvrir de nouvelles portes. Et donc ça, c'était assez formidable. Et je pense qu'Émile a un caractère aussi de quelqu'un qui est dans la recherche. Il est très calme et il prend tous les échecs comme faisant partie de l'analyse et du processus. Et pour moi, c'était très intéressant, ça, parce que j'aurais eu tendance à être déçue. Pour lui, c'était jamais une déception. Ça faisait partie du projet, en fait. Ouais. Voilà. Grégory dit oui, mais... Non, je dis oui sur la capacité d'Émile à prendre chaque échec comme une avancée. Alors moi, ce projet, là on est dans un projet où Émile a mis au point quelque chose, un procédé, un matériau, où on continue d'affiner cette mise au point. Ça, c'est un peu nouveau parce que je ne me situe pas complètement là d'habitude, mais par contre, ce qui est quand même très semblable, c'est que pour n'importe quel projet, on doit s'acculturer tout le temps à un nouveau procédé, à une nouvelle technique de mise en œuvre, à faire autrement, parce qu'on nous demande de faire autrement. Donc pour moi, la façon d'aborder le processus et les quelques mois de recherche qu'on a développé, mais complètement connu. Voilà, ce qui est plus... Après, c'est une recherche très fraîche, c'est 4 mois, 5 mois. Donc, ce qui est différent, le seul point de différence, c'est quand je vais voir un menuisier en siège et qui travaille le bois, on a des siècles d'expertise du travail du bois. Ce qui change, souvent, c'est la technique ou la technologie. Là, ce qui est différent, c'est qu'on n'a pas cette antériorité-là. Et on n'a pas autant de personnes qui vont nous permettre de nous acculturer précisément à ce processus. Moi, je voulais ajouter un mot, parce que je n'ai parlé de ce luxe de la recherche. Je pense qu'il faut vraiment le préserver, et c'est quelque chose d'extrêmement précieux, c'est-à-dire de quelles sont les conditions dans lesquelles, finalement, des designers peuvent faire de la recherche.
Et ça, je pense que c'est une question importante, nous, pour nos écoles, pour nos programmes. Voilà, la recherche, c'est pas tout simplement la production d'une œuvre. Hein. Donc ça, c'est bien sûr, chaque artiste et chaque designer produit ses œuvres. Donc il y a une démarche d'expérimentation. Mais c'est au contraire l'idée de penser des machines, d'inventer des matériaux et donc du coup de les partager. Et donc la recherche, c'est une démarche qui est collective par nature. Oui, j'allais dire que c'est quand même un peu là aussi le propre de ce projet, c'est qu'il est nécessairement collectif, que vous l'avez pensé comme ça, Émile, et que c'est la vocation qu'il a à avoir. On a parlé quand même de la portée symbolique de ce matériau, de ce que ça raconte. Ça s'entend même quand vous en parlez tous les trois, ce que vous y voyez, les possibilités que vous envisagez au contact de ce matériau. Qu'est-ce qu'on peut se dire? Donc c'est un projet qui, à la fois, que vous travaillez depuis 3 ans, il y a un four, vous êtes 3 désormais à avoir expérimenté sur cette matière et sur ce processus. Peut se dire, dans 10 ans, il ressemblerait à quoi ce projet qui a vocation à être ouvert? C'est-à-dire que les possibilités sont infinies, et qu'est-ce que son existence même et le fait qu'on l'ouvre peut poser comme question aussi, à la fois pour les designers que vous êtes, et à la fois pour la manière dans l'aspect où vous avez une place, vous occupez cette place, là vous arrivez avec un nouveau matériau et toute une possibilité de choses qui s'ouvrent, avec aussi des gens qui pourraient s'en saisir et qui le regarderaient à la fois différemment et parfois, et peut-être même sans la question du processus, par exemple. C'est une vraie question que je me pose. Là, il y a un processus qui est collectif et qui est un processus de recherche. On peut imaginer que peut-être un jour, si il y a eu un aboutissement, quelqu'un s'en saisisse en faisant fi du contexte dans lequel il est né. Oui, mais c'est un peu le but. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, et c'est comme ça que la collaboration aussi s'est initiée. Je serais ravi que ce soit repris dans un contexte qui n'est pas du tout le même, qui est peut-être un contexte artisanal, d'artisans céramiques qui reprennent ce procédé, qui le mélangent avec leur propre savoir-faire, et qui du coup leur permettent d'utiliser des matériaux qu'ils n'utilisaient pas avant. Et ça, c'est vraiment d'ailleurs quelque chose qu'on veut faire. Enfin, je veux dire, c'est même pas tellement une projection dans 10 ans. Je pense que on n'a jamais travaillé l'émail, par exemple. On peut émailler ces pièces, on le sait, on l'a fait, mais on n'a aucune idée. Enfin, l'émail, c'est un monde en soi, un monde de compétences, de savoir, d'expérimentation, des millénaires d'échanges et de savoir-faire. Donc, il faudrait le faire en collaboration, de nouveau, inviter des spécialistes, des artisans qui ont leurs propres recettes, et voir comment eux l'appliquent à ce type de matériaux. Et ça ouvrirait sans doute de nouvelles portes. Aussi bien sur les questions plus techniques de rigidité, etc., que sur des questions aussi de mise en forme, de savoir-faire, de contexte de travail, et de lien avec une recherche très expérimentale qui s'est déployée dans un contexte très privilégié, clairement avec des laboratoires de chimie, etc., mais qui se lie à des savoir-faire et à des compétences qui viennent d'un tout autre domaine. Et c'est là, à mon sens, il y a des choses à faire, quoi. Petite question, dernière finale, sur peut-être la portée d'un projet comme ça, la portée peut-être un peu politique d'un projet comme celui-ci, parce que, on l'a dit, on l'a bien entendu, par la manière dont il est né, par sa nature, par essence politique, mais collective, et donc tout ce qui est collectif relève de la cité, mais aussi pour le statut que peuvent avoir des objets pour créer de l'inorganique et un inorganique qui n'aura plus la possibilité de bouger. Au fond, ça reste politique. Emmanuel? Oui, dans un sens très large de politique, mais pour moi, il y a vraiment 2 questions. Donc, il y a cette question du processus qui est ouvert, et donc dans cette idée des coopérations, donc il y a une dimension politique qui est importante. C'était vraiment l'idée de penser le design pas comme un geste, pas simplement comme un geste d'auteur, mais vraiment comme une pratique sociale qu'on partage et qui se diffuse. Et là, on va carrément vers, des matériaux, les éléments, l'organique, l'inorganique. Donc on est vraiment dans une sorte de politique du naturel, l'idée vraiment de travailler entre cet agencement entre l'artificiel et les naturels, et bien évidemment entre la forme
forme et les symboliques. Donc toutes ces dimensions, il me semble, présentes dans ce projet. Moi, je me demande effectivement, dans un futur politique de ce projet aussi, un peu comme Polyfloss, parce que je pense que c'est un modèle aussi, non seulement de machines, mais aussi des procédures de partage. Hein, vraiment l'idée qu'au moment où on aura découvert un four beaucoup plus simple à construire, comment on pourra justement partager ces processus pour que chacun puisse finalement pétrifier ces déchets d'une certaine manière. Voilà, donc peut-être qu'on est, comme tu disais, dans une sorte de spéculation du futur, mais c'est là que ça commence. Parce qu'aujourd'hui, Polyfloss, il faut le dire, ces machines, il y en a à Madagascar, il y en a partout, et il n'y en a pas partout, mais potentiellement, il peut y en avoir partout. Il y en a de plus en plus, oui, il y en a de plus en plus. On en a envoyé dans différentes parties du monde, au Népal, en Syrie maintenant, au Madagascar. Donc, et ça se déploie. Après, c'est beaucoup d'énergie pour arriver à implanter ça, parce qu'il faut l'accompagner, quoi. C'est pas simplement se dire ça va prendre. Et effectivement, ça pourrait tout à fait être le cas avec ce procédé-là. Ça pourrait presque être... Enfin, parce qu'il y a cette question de la captation du carbone. C'est-à-dire, en fait, ça fait ça capte le carbone. Plutôt que de le dégrader, que ça devienne une fumée, du CO2, etc. D'un coup, ça le prend et ça le fige, quoi. Ouais. Donc, c'est des puits de carbone. Et donc, peut-être qu'à un moment, il y aura une sorte de futur un peu dystopique où il faudra, mais en fait, il faut garder tout notre carbone. Il ne faut surtout pas qu'il s'envole, quoi. Et donc, on va tous... on va tous des petites maisons de carbone ou créer nos objets en carbone. Non, mais c'est fou. Les potentiels sont fous. Mais non. Il nous reste... Vous avez 10-15 minutes pour poser des questions, si vous en avez, sur ce projet. Vraiment, on vous invite à le faire. Il y a un micro, je crois, qui circule entre les mains de Laurent, à la fois sur ce process et sur ce matériau, parce qu'on en a parlé. Mais moi, je vais vous faire passer des échantillons. Alors, c'est pour... Il y a une petite trace de charbon. Hein, vous inquiétez pas si vous avez les mains noires. Ça montre l'état de mise au point auquel on est rendu. Vous pouvez regarder. Quand vous les tapez l'un contre l'autre, il y a un tintement. Moi, je suis pour entendre le tintement. Comme des claves, c'est ça? Frais sur des claves, oui. Vous pouvez taper, oui. Alors, le tapement va être pris par le micro. On est dans un moment presque radiophonique. C'est beau. Ah ouais. Et ça, alors justement, c'est lourd. Les caractéristiques, je n'ai pas posé les caractéristiques physiques de cette roche, elle est lourde. Il y a pas mal d'applications. J'ai lu qu'on peut envisager plein de choses. Donc il y a les briques. Là, on parle vachement de la manière dont l'objet se tient. Mais il y a donc des applications de filtrage, de chauffage. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avec cette roche, justement? La roche elle-même, le carbone de silicium, oui, est utilisée dans plein d'applications, notamment aussi en poudre, en filtrage, en poudre pour faire de l'abrasif, etc., recoller. En revanche, là... Ah non, il s'est cassé. Ah oui. C'est pas grave, tout va bien. C'est le but, c'est ce qu'il fait avec chaque pièce. Ils sortent du four et les cassent pour voir si ça marche. Donc ça se casse facilement. Enfin, là, dans cette version-là, ça se casse. Oui, celui-ci, alors, comme le disait Émile, en fait, il y a différents... on est dans différentes températures à atteindre. Là, les cuissons, elles ont atteint 1000 degrés à peu près. On n'est pas à 1400, donc on est loin de l'optimum. Et il y a plein de paramètres à affiner pour qu'on soit dans l'optimum. Ce sont les phases suivantes de ce travail en collaboration, c'est se dire où est-ce qu'on va avoir un matériel encore plus performant, des conditions de cuisson plus performantes, etc. Donc c'est normal que ça se casse, mais par exemple le cylindre est beaucoup plus résistant parce qu'on a un meilleur mélange, on a une meilleure cuisson, voilà. Et donc, toujours. Enfin, voilà. En fait, la difficulté, c'est de savoir à quel point la transformation s'est opérée, parce qu'effectivement, le carbure de silicium est extrêmement rigide, mais il y a beaucoup de carbone en excès, il y a beaucoup plus de carbone que de silice, et donc c'est pour ça que ça reste noir et qu'il n'y a pas ces reflets irisés, c'est qu'il y a en fait du charbon encore à l'intérieur, c'est un composite des deux. Et donc ça, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a du mal à savoir exactement quelle est la quantité qui s'est transformée, à part en tapant dessus, en sortant du four, parce qu'on n'a pas de microscope, on est dans un contexte d'atelier, on n'est pas dans un contexte de laboratoire.
Donc en laboratoire, on a prouvé que ça s'est transformé avec les élèves, etc. On a des mesures, on a des graphiques, mais alors savoir si maintenant, quand on passe à 1300 degrés plutôt qu'à 1400, ou si on a fait un trempage un peu plus long, un peu plus court, enfin, donc tout ça, on ne connaît pas exactement les changements, à part de voir comment ça tient. Bonsoir. Quelle est la taille du aujourd'hui quelle est la taille du four et quel est l'objet, la taille maximum? Alors le four que j'ai récupéré fait 30 par 30 par 50 de la chambre elle-même. Hein. Le four est beaucoup plus grand. Et après, il serait tout à fait envisageable d'en faire des différents. Simplement, la difficulté, c'est que c'est un four sous vide, quoi. Donc il faut qu'il soit totalement étanche. Et la transformation aussi du bois est envisageable ou c'est uniquement Oui, du alors tissu, le problème du bois, c'est d'arriver à infiltrer la silice à l'intérieur. Dans le bois. Donc on obtient, pour l'instant, jusqu'ici, j'obtiens que des coques. Parce que tout l'intérieur ne s'est pas infiltré et donc c'est de la poussière, ça devient vraiment il n'y a plus rien. Et vous êtes aujourd'hui dans un stade où vous pouvez, par exemple, faire des objets pour des commandes ou est-ce que c'est encore... On expérimente encore. On est encore Alors des objets décoratifs, oui. Des par objets exemple, fonctionnels. des artistes qui aimeraient utiliser ce four. Bien sûr, que vous aidez des artistes ou un artiste qui veut faire un projet. Bien sûr, oui. Le but, c'est que ça s'ouvre et à chaque... Finalement, l'invitation à une collaboration va pousser le projet. C'est-à-dire que nécessairement, un artiste va venir avec un autre matériau, ou une autre envie, ou d'autres dimensions, ou une autre... je sais pas, filtration, fait que ce soit poreux, ou au contraire non poreux. Et donc, va pousser le projet dans une direction qui peut être intéressante et auquel on n'avait pas pensé avant. Donc le papier, par exemple, des plantes, des palmes, c'est aussi envisageable. Alors, la plante, bonne question. La plante, parce que la ficelle, le carton, la ficelle, corde. Corde. Mais la plante, en fait, est un peu... il faut que ce soit hydrophobe, hydrophile. Hydrophile. Et la plante est un peu hydrophobe. Donc, il faudrait trouver la manière de l'infiltrer. Merci. Moi, ma question, en fait, que je me suis posée, est-ce que vous vous êtes rapproché de céramistes, de potiers qui travaillent avec le matériau de la terre? Enfin, alors, voilà, ça me questionne parce que là, vous avez moi-même, je travaille avec ce matériau, donc c'est vrai que c'est pour ça que je viens et ça m'interpelle. Et parce que là, vous avez vous utilisez des outils, vous avez des terminologies, des termes qui sont celles de céramistes. Et je me dis que ça serait très intéressant que vous travailliez avec des personnes qui travaillent ce matériau. Parce que, par exemple, ce matériau est poreux, mais peut-être qu'il y a des manières de le rendre imperméable, comme on fait avec la terre, quand on la cuit, quand on met un émail. Et là, alors c'est vrai que ça ouvre beaucoup certainement de possibilités, mais je trouve que je suis sûre que vous pourriez aller plus loin. Bien sûr, oui, non, mais c'est sûr. Mais c'est alors, un peu... Moi, j'ai plein de questions, mais ça serait... Parce que, alors, je tiens à dire que dans 5 minutes, on va se lever, mais on va aller boire un verre. Donc, il faut poser les questions après, les questions de gros détails. Mais c'est une vraie question, parce que c'est vrai qu'on a été très rapide, Émile, mais évidemment, vous vous êtes rapproché de céramistes. Il n'a pas fait fi de millénaires de connaissances sur la céramique. On peut revenir là-dessus, justement. Est-ce qui distingue le travail que vous faites du travail des céramistes et de leur savoir-faire immémoriel? Ça a commencé en fait aussi par aller voir des céramistes. Tout au début, c'était de se dire est-ce qu'on peut travailler ensemble? Est-ce que vous pouvez m'apprendre comment? Pour les fours, simplement avoir accès aux fours, etc. Après, c'est sûr que c'est pas du tout le même travail en tout cas initial, sur les matériaux, sur le four qui est différent aussi, etc. Donc après, il y a eu cette dissociation, un peu cette dissociation et
au même titre qu'avec Jenna et Grégory, de se dire il faut un certain stade, disons, pour aller les inviter. Je pense que c'est un peu la même chose vis-à-vis d'un céramiste, c'est-à-dire c'est de dire il faut obtenir déjà une sorte de maîtrise d'une courbe de cuisson, d'un matériau, etc., pour pouvoir lui dire bon, maintenant, avec cette chose-là, comment est-ce qu'on la combine avec des savoir-faire des céramistes, comment est-ce que les savoir-faire peuvent venir justement sur la question de l'émail, c'est évident. Enfin, je veux dire, il y a clairement un potentiel énorme sur l'émail, mais qu'on ne maîtrise pas du tout. Et donc il faudrait venir avec une série d'échantillons, tous identiques, qu'on puisse faire des tests. Voilà. Petit micro, parce que je crois que la rencontre est filmée. Votre question restera pour l'éternité. Bonsoir. Moi, je voulais juste revenir. Vous avez évoqué vos études d'ingénieur et le fait que tout avait démarré avec les travaux à la SNECMA. Est-ce que vous envisagez que vos travaux soient par la suite utilisés dans le cadre de cette industrie ou pour développer des nouvelles pièces à d'autres fins? C'est une très bonne question. On en est très loin parce que du coup, c'est-à-dire pour avoir travaillé dans les milieux d'ingénieurs, il y a des questions de normes. Enfin, je veux dire, les matériaux doivent avoir des propriétés. Il faut qu'ils soient, si possible pleins. Pas trop, le poreux, on n'aime pas trop. Il faut qu'ils soient monomatériaux, c'est-à-dire s'il commence à y avoir du carbone et du carbone de silicium et qu'on ne sait pas trop la proportion, ça ne va pas du tout. Donc on est dans un niveau de définition, disons, pour revenir vers des industries de type l'aéronautique, qui serait, à mon avis, assez loin d'être acceptées. Mais après, pourquoi pas, de nouveau, je veux dire... Après, il y a aussi une des questions qui est importante et que moi, qui m'a posé un problème en étant à la SNECMA, c'est que la plupart des recherches qui sont conduites dans ce cadre-là sont pour le militaire. Et donc, moi, j'avais commencé mon stage, on ne m'avait pas dit. Je travaillais sur une pièce, bon, je devais améliorer une pièce. Et au bout d'un mois, on m'a dit, ah mais en fait, les données sont sensibles, tu ne peux pas ramener l'ordinateur à la maison, etc. Et parce qu'en fait, tu travailles sur un Rafale, et donc c'est dans un cadre militaire, tout est secret défense. Et donc ça, c'est quand même, voilà, c'est comme si ça n'existait pas, quoi, comme si un ingénieur, de toute façon, il améliore des pièces et l'usage qui en est fait ne pose pas de problème. Donc j'ai un peu quitté l'ingénierie pour ça, je ne vais pas y revenir. Voilà. Merci. Mais pour rebondir un peu sur ce que vous disiez par rapport à ces applications industrielles, quand on dit, et vous citiez aussi cette idée qu'aujourd'hui on invente des systèmes pour capter le carbone, etc. Est-ce que finalement ce processus pourrait être à plus grande échelle aussi justement un dispositif de captation de carbone? Et est-ce qu'il a dans le contexte actuel un avenir à ce niveau-là? Enfin, est-ce qu'une application industrielle ferait sens pour cette raison-là, pour cette raison de captation de carbone? C'est possible. Enfin, on en avait parlé notamment. Il y a eu des questions sur les déchets d'agriculture qui justement ont tendance à générer beaucoup de gaz à effet de serre et où il y a une nécessité de capter le carbone. Après, est-ce que c'est une solution viable ou est-ce que c'est une sorte de on cache le problème parce qu'on enfuit le carbone? C'est intéressant si c'est pas une fin en soi, si c'est pas érigé comme la solution qui va résoudre tous les problèmes, parce qu'on a un peu quand même tendance à faire, et puis on aime bien croire à ça. Je pense que c'est, pour répondre à une question que tu as posée tout à l'heure, dans 10 ans il se passe quoi, je me dis peut-être que la meilleure des choses en 10 ans qui puisse nous arriver, c'est que ce procédé-là ne soit plus utile en fait, parce qu'on a compris que il faut pas l'utiliser à de mauvaises fins en fait. Donc 10 ans c'est court, mais ça va. 30 ans comme ça on sera à la retraite peut-être. Entre les deux. On aura vu le truc. Mais oui, en fait tous les discours. J'ai montré tout à l'heure une image du concours EDF bas carbone, faire une ville zéro carbone. Voilà, on pose des concours comme ça, où il faut répondre dans des temps hyper courts, où effectivement on presse du jus de cerveau, en scénario, c'est génial. Mais
tout ça, je trouve un peu illusoire. Et dès qu'on rentre dans une approche très mathématique de la captation de carbone, moi, je trouve que c'est dangereux, en fait. Parce que comme on le quantifie, on le monnaie. Et quand on le monnaie, finalement, à nouveau, on tombe dans ceux qui ont la facilité de pouvoir capter et ceux qui ne pourront pas capter. Non, et capter déresponsabilise sur le fait d'en produire. Oui, voilà, oui. Si on érige un objet ou un matériau en tant que possible puits de carbone, qu'on le vend comme ça... Manuel. Si. Alors, non, bien, pas très Covid. Allez-y. Non, mais je pense que tout à fait, c'est de nouveau la question, mais je pense que là, ce qu'il raconte Émile, Grégory aussi, finalement, il y a une dimension éthique qui est extrêmement importante dans tous ces processus. L'idée d'inclure, d'ouvrir, de coopérer face à toutes les démarches qui, souvent, ne sont pas du tout celles qu'on retrouve dans des systèmes industriels, où, justement, très souvent, au contraire, dont les buts sont bien cachés. Et je pense que justement, alors la condition, c'est comment on préserve donc cette inutilité ou cette liberté que cette inutilité finalement permet. Pour moi, c'est vraiment une question stratégique importante et politique. C'est-à-dire que comment, au-delà finalement de ce processus-là en particulier, comment finalement préserver ces espaces d'expérimentation et laisser liberté au design. Merci. Ma question a un peu à voir aussi avec la préservation du coup, mais vous avez fait votre thèse au Musée des Arts et Métiers. C'est une technique, vous l'avez évoquée, qui permet de, on va dire, sanctuariser ou juste préserver de manière immuable un textile. Et le textile est sans ça assez difficile à préserver dans le temps. Est-ce que vous avez été approché ou avez approché cette institution comme moyen de préservation du textile et de techniques qui sont très difficiles aujourd'hui à maintenir dans le temps? J'ai pas eu cette discussion. Après, ce serait passionnant, oui, vraiment. Autant sur des objets anciens, mais quand même des objets maintenant, parce qu'il y a énormément de savoir-faire qu'on est en train de perdre. Aussi bien, c'est une sorte de perte de diversité, aussi bien de savoir-faire que de matériaux, les matériaux même de base qu'on n'a plus. Et donc, cette espèce d'idée qu'il faut absolument préserver, mais qui est presque parallèle aussi à la question de préservation des espèces. Enfin, il y a une espèce de réduction de la diversité générale qu'il faut absolument garder, quoi. Et donc, mais oui, les textiles, ce serait hyper intéressant. Vous pensez à quoi? Fossiliser les textiles pour en préserver c'est ça? Oui. Après, par exemple, une des contraintes, c'est que si votre textile il est fait à 95% de coton et 5% de polyamide, vous avez le polyamide va brûler, il ne se transformera pas. Donc voilà, on revient à... En fait, on a énormément de savoir-faire sur des matériaux issus du pétrole, en fait. Difficile à préserver. Enfin, bref. Oui, les premiers essais, justement, ils m'avaient donné des textiles avait une trame plastique et donc il s'est complètement défait au four. Et c'était vraiment plus que des fils dans un sens, parce que les plastiques sont évaporés, quoi, enfin, sont partis en fumée. Bon, on me fait de grands signes pour me dire que c'est la fin, mais qu'il y a un verre. Donc ces questions géniales de est-ce que ça muséifie, est-ce que ça préserve, est-ce que ça sauve du carbone, peuvent être continuées autour d'un verre. Merci beaucoup à tous. Merci Émile de Vichère, merci Emmanuel Quint, merci Jenna et merci Grégory Lacroix. Merci à vous d'avoir été là. Merci Zoé.